Alors, bonjour et bienvenue. C'est avec plaisir que la Ville de Lévis vous reçoit aujourd'hui à la présentation du budget 2025. Je me présente, Michel Tisdel, je suis conseiller en gestion des relations médias à la Ville de Lévis et j'animerai cette rencontre qui ira comme suit. Nous commencerons tout d'abord avec l'allocution de M. le maire, suivie de celle de Mme Isabelle Demers, présidente du Comité des finances. Nous enchaînerons par la suite avec la période de questions où M. Dominique Deslauriers, directeur général, ainsi que M. Frédéric Moisan, directeur des finances et trésorier, seront invités à intervenir au besoin. Donc, pour vous accueillir officiellement, j'ai l'honneur d'inviter le maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, M. Deslauriers, ça va bien? M. Frédéric Moisan et notre, évidemment, présidente du comité de finances, Mme Isabelle Demers. Inutile de vous dire que depuis les 2 ou 3 dernières semaines, on a passé beaucoup de temps ensemble, n'est-ce pas, à préparer ce budget. Pour la première fois, je tiens à vous le dire et à le réitérer, pour la première fois, nous avons tenu une séance publique d'information et cette séance-là nous a permis donc de rendre public tous les documents, de rendre accessible à tout le moins, à tous les membres du Conseil, ainsi qu'aux médias, les documents qu'on avait disponibles. Les médias ont pu également suivre la période qui s'en est suivie d'échanges avec les membres du Conseil municipal. C'est une première qui s'ajoute, bien sûr, au fait que tous nos formulaires de prise de décision des comités exécutifs, des décisions, des résolutions du Conseil sont publics. La diffusion sur notre site Internet des assemblées publiques. C'est une grosse évolution depuis 2013, en fait. Et maintenant, donc, cette séance publique. Et à la suite de la séance publique, il y a eu à nouveau un autre comité plénier où nous avons présenté la mouture un peu plus finale de ce budget-là. Et c'est le résultat qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, c'est une hausse de taxes de 2,9 % et Lévis demeure l'une des villes les moins taxées des villes comparables. Ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on dit dans le titre est extrêmement important parce que pour le contribuable, ce qui compte lorsqu'on paie notre compte de taxes, c'est qu'est-ce qui sort de nos poches comparativement à ce qu'on voit dans les villes comparables. Mme Demers va vous faire tantôt un tableau comparatif avec les villes comparables et vous allez voir qu'à Lévis, notre taxation demeure. Ce qui sort de la poche du citoyen pour payer les taxes, nous sommes la ville, dans ces villes comparables-là, qui a la taxation la moins élevée. C'est bien important de le retenir. De plus, nous n'avons à peu près pas de tarification. Si vous regardez nos sources de revenus à autres revenus, vous allez constater qu'on va chercher un maigre million de dollars. En comparaison, une ville comme Québec, avec la tarification, va chercher 19 millions de dollars. Donc, on est à 1,19. Donc, autant dire que la ville de Lévis, le score de 2,9 % qu'on a là, c'est du brut, du réel, du concret. Et on n'est pas avec, oui, il y a 2,9, mais il faudrait compter 2 ou 3 % en ajoutant tel type de tarification. Donc, notre source d'autres revenus sont très limitées. Et c'est la raison pour laquelle, donc, vous allez le voir également dans ce budget, un autre fait saillant, puis j'aime mieux le dire tout de suite d'entrée de jeu. Vous allez voir, donc, par exemple, le multifamilial, où on augmente un peu plus le niveau de taxation. Pourquoi? Parce qu'on est une ville en forte croissance. Et j'ai dit à la Chambre de commerce de Lévis, en février dernier, il faut qu'on trouve une équité en ce que paie le contribuable et ce qu'on va payer aussi au niveau du multilogement. Or, ce qui est en forte croissance sur notre territoire avec la densification, c'est le multilogement. On monte de plus en plus en hauteur, etc. Donc, nous demeurons l'une des villes les moins taxées des villes comparables et notre augmentation sera donc de 2,9 %. Donc, un budget équilibré qu'on présente, bien sûr. Ça, c'est une obligation légale. Ça fait que c'est pas une surprise pour personne qu'on présente un budget équilibré. Ça va de soi, sinon on serait dans le trouble. Alors, on peut pas dire de bravo là-dessus. C'est une obligation légale. Mais tout le monde fait ça, hein, un budget équilibré, totalisant 428 millions. Et la décision qui a été prise également, c'est de maintenir le panier de services offert à la population lévisienne. Donc, c'est une augmentation de 23 millions. Et
l'autre bonne nouvelle, tout comme notre programme quinquennal d'immobilisation, c'est que nous respectons les paramètres de notre cadre financier, c'est-à-dire on respecte les paramètres de l'ensemble du cadre financier, notre politique de gestion de la dette, on en a parlé lors de la présentation du PQI, respect de la projection et du ratio d'endettement, respect du ratio du service de la dette, paiement comptant, les stratégies pour résorber l'écart, parce que si vous allez voir notre cadre financier, on voit des écarts à combler. Il est public, le cadre financier, c'est que vous avez juste à aller sur le site Internet, vous allez voir les écarts à combler, pour chaque année. Donc, il faut retenir des stratégies pour combler ces écarts-là. On a la politique de gestion des excédents et, finalement, notre plan quinquennal d'effectifs. Parce que c'est bien important de souligner que le plan quinquennal d'effectifs qu'on s'est donné est inclus dans le cadre financier. Donc, dans les paramètres du cadre financier, tout est prévu. Comme cette année, on augmente de 31 EPA. Pourquoi? Parce que nous, par rapport à certaines autres grandes villes, on est en rattrapage. C'est la raison pour laquelle on a mis sur pied ce plan quinquennal d'effectifs. Alors ça, c'est important. Le pourcentage, au fond, inclut l'augmentation de la taxe foncière qui est de 1,2 % et une variation, de 1,7 % pour une résidence unifamiliale. Donc, le taux correspond à une augmentation annuelle de 95 $ pour une résidence évaluée à 329 700 $. Alors, notre objectif, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle on s'est doté d'un cadre financier, on veut rester dans le peloton de tête des villes comparables et moins taxées. Alors, donc, ça, pour nous, c'est extrêmement important et notre cadre financier vient justement encadrer nos façons de faire pour nous assurer qu'on va le faire. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez remarqué dans le PQI, on a enlevé plus de 100 millions de dollars. On a retiré plus de 100 millions de dollars dans le PQI qu'on a annoncé il y a quelques semaines. Alors, on a dû, évidemment, si on veut s'en tenir à un ratio de dette important et qu'on ne dépasse pas les paramètres prévus dans le cadre financier, donc, pour faire en sorte que le fardeau fiscal augmente avec la dette, alors on se doit de respecter des paramètres qui sont quand même assez exigeants. Mais l'exercice de cette année nous a montré qu'on peut y arriver. Alors donc, pour nous, c'est extrêmement important parce qu'au fond, au niveau de la taxation, on a effectué la comparaison avec Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Terrebonne et Québec. Et on peut vous dire que, on est au deuxième rang de ces villes et municipalités. Donc, priorité à la sécurité publique, au transport collectif, ce que contient notre budget, il y a des éléments qui ne sont pas une surprise parce que j'en avais déjà parlé. Évidemment, 60 millions pour renforcer la sécurité publique. Vous voyez aussi que ça se voit dans le PQI, où une bonne partie des nouvelles ressources vont être affectées à la sécurité publique. Ce n'est pas un secret non plus, hein, on le sait, avec tout ce qui se passe au niveau de la sécurité publique. Alors, il y a lieu d'augmenter les effectifs et c'est ce qu'on fait. Alors donc, sécurité publique, bonification de la quote-part de la STL qui atteint un sommet historique de 1 million. Notre objectif, c'est de rejoindre la moyenne des villes comparables. On devrait y parvenir d'ici un an ou deux maximum. On devrait parvenir à combler cet écart-là, surtout avec le retour du 15 $ que le gouvernement nous a retourné pour la taxe d'immatriculation, ça va nous aider. Mais cela étant dit, les citoyens payaient déjà pour cette taxe. Alors donc, on va consacrer aussi 20 millions pour la gestion des matières résiduelles. C'est une première. Nous allons reprendre 25 % de la collecte des déchets en régie. Il faut se souvenir de quelques années, nous, on donnait tout à contrat dans la gestion des déchets. Essayez de vous imaginer avec la rareté de la main-d'œuvre, on s'est retrouvé à un moment donné avec la difficulté de trouver des contracteurs qui soumissionnent. Et aussi, dépendamment des prix qu'on pouvait obtenir, des difficultés que vous avez vues il y a quelques années qu'on a rencontrées. Alors moi, je suis très fier d'annoncer aujourd'hui qu'on va avoir une reprise de 25 % de la collecte des déchets en régie. Donc, tu sais, à la suite de ce qui nous est arrivé, on s'est dit, il faut qu'on ait nous-mêmes des camions. Voyez-vous, parce que si, advenant le cas qu'un contracteur n'est pas capable de réaliser ses contrats, bien, si on n'a pas de camion, on est encore plus mal pris. Alors donc, là, on y va avec un certain équilibre. On commence avec 25 %. Donc, il y a 3 arrondissements. Dans les 3 arrondissements, il y aura une partie de la collecte des déchets qui va être faite en régie avec les acquisitions de camions qu'on a faites, telles qu'on s'était engagé de le faire. Au fond, c'est quoi l'idée? Sécuriser la pérennité des opérations pour pas qu'on soit à la merci, par exemple,
d'un fournisseur qui, exemple, ferait faillite en cours d'année et qu'on n'est pas capable, même si on soumissionne, d'en trouver un autre, faute de main-d'œuvre. Souvent, c'est pas parce qu'ils ne voudraient pas, ces entreprises-là, mais souvent faute de main-d'œuvre. Alors donc, là, on vient sécuriser la gestion des déchets. Et on consacre quand même le même budget consacré aux opérations de déneigement. Il y aura justement une présentation de fait ce soir en comité plénier pour présenter un peu comment vont se faire les opérations de déneigement. Fonds de développement, du développement du logement social et abordable, on maintient le cap. On avait dit qu'on y consacrerait minimalement 2,4 millions. L'an dernier, on y a consacré 3,1 millions au lieu de 2,4. On en a consacré plus que ce qui était prévu, mais malgré tout, on a retenu, tel qu'on s'est engagé à le faire, dès 2024, une réserve de 2,4 millions pour l'année 2025. Donc, on poursuit et nous, dès qu'on a des projets, ben, on a quand même un fonds qui peut venir nous appuyer. On poursuit également l'indexation aux organismes bénévoles. Alors, donc, c'est une décision qu'on a prise il y a quelques années de poursuivre l'indexation du soutien financier aux organismes communautaires, culturels et sportifs. Et on verse au total 15,1 millions en 2025 aux organismes reconnus par la Ville de Lévis. Les services directs à la population, bien sûr, sont maintenus, 258,2 millions donc pour le maintien des services directs à la population, dont 103,4 millions dans l'entretien, bien sûr, des infrastructures, 30 millions en environnement, 24 millions aux loisirs et à la culture et 16 millions à la fluidité de la circulation et 14 millions au génie et à l'urbanisme. Notre richesse foncière, bien sûr, elle augmente de 631 millions. Et donc, l'augmentation de la richesse foncière, elle atteint 631 millions. Donc, ça génère 3,3 millions en nouveaux revenus. Donc, on est allé chercher 3,3 millions en nouveaux revenus. Et on a demandé, pour respecter notre cadre financier, une rationalisation des dépenses de fonctionnement de 3,3 millions, ce qui nous donne donc un écart positif d'au-delà de 6 millions. 1 sur le compte de taxe, c'est quoi? 2,8. Alors, faites le calcul, vous allez voir, on est quand même allé chercher l'équivalent de 2 grâce à la croissance des revenus, bien sûr, et à la rationalisation des dépenses qu'on peut faire. Alors, donc, on affecte également un excédent de 4,8 millions. Donc, c'est qui est comparable aux années précédentes de ce qu'on affecte au surplus. On prend une partie du surplus durement accumulé par la population. Alors, chaque année, on en consacre une certaine partie, au budget. Alors, c'était une année de grands projets, bien sûr, et notre développement se poursuit dans le programme triennal d'immobilisation. On a bien sûr la plupart du programme, c'est préservation de notre qualité de vie par le maintien et le développement de nos infrastructures. Alors donc, ça, c'est des éléments qui, pour nous, sont extrêmement importants. C'est un plan quinquennal aussi qui est axé sur la sécurité publique et le service aux citoyens. J'ai eu l'occasion d'en parler tantôt. Alors donc, plan quinquennal d'effectifs, on maintient le cap avec 2,5 millions. Si vous allez voir dans le cadre financier, vous allez voir apparaître, qu'on a publié en juin dernier, vous allez voir apparaître ce 2,5 millions à l'année 2025. Ce qui veut donc dire que c'est prévu déjà dans le cadre financier. Alors donc, l'ensemble de nos paramètres budgétaires respectent le cadre financier. Il y aura donc une présentation un peu plus détaillée par rapport aux villes comparables, mais il nous faut, donc s'assurer que notre taxation, elle est équitable en regard des diverses sources de financement qu'on obtient. Donc, actuellement, la pression est extrêmement forte sur le contribuable et c'est la raison pour laquelle certains secteurs augmentent plus. Cela étant dit, si vous regardez avec les villes comparables, même dans le multifamilial, on est la ville la plus basse de toutes les villes comparables. On reste, malgré tout, la ville avec le plus faible taux à ce niveau-là. Par contre, on est une ville en très forte croissance, on est une ville qui se développe et on se doit d'adapter notre assiette fiscale, bien sûr, en fonction d'une équité entre les citoyens. Alors, actuellement, on fait les efforts pour essayer d'aller chercher cette équité, mais je veux vous donner quand même un chiffre qui vous démontre à quel point c'est le contribuable qui paye toujours une grande partie de nos factures.
Alors donc, et ça pour nous, c'est extrêmement important de le dire et de le signaler, bien sûr. Je n'arrive pas malheureusement à trouver le tableau. Non, c'est celui... bon, alors attendez une minute, je vais le trouver. Parce que je trouve ça important de vous le dire. Je vais vous donner comment... ça. OK, voilà. Quels sont les revenus apportés par les taxes foncières? C'est ça que je voulais vous dire en terminant. Alors, quand vous regardez, par exemple, au niveau du commercial, on va chercher 86 millions de revenus commercial. 86 millions. On va chercher dans l'industriel 20 millions. Dans le multilogement, 6 logements et plus, on va chercher 27 millions. Donc, c'est celui qui augmente le plus. Pourquoi? Parce qu'on a un écart qui est très important par rapport aux autres villes. On est beaucoup trop faible par rapport aux autres villes. Donc, mais le résidentiel, ça, c'est l'unifamilial, hein, on s'entend. Alors, qu'est-ce que les citoyens payent? 127. Alors, vous voyez qu'il faut aller chercher cet équilibre-là dans le développement de notre ville, et c'est ce qu'on est en train de faire comme redressement. Alors, finalement, c'est un compte de taxes fort intéressant cette année, et grâce au cadre financier, on peut s'attendre à ce que cette tendance va se poursuivre dans la mesure où, bien sûr, on va faire les efforts pour respecter les paramètres du cadre financier. Donc, si on respecte les paramètres du cadre financier, on va maintenir l'un des niveaux de taxes les plus faibles des villes comparables. C'est ça notre objectif, maintenir le niveau de taxes le plus faible des villes comparables, et c'est ce qu'on est actuellement. Donc, vous allez le voir, donc Mme Demers va vous le présenter un petit peu plus en détail. Alors, merci de votre attention. Et puis, bien, je peux vous dire que avec la direction générale, notre directeur des finances, je veux remercier tout le monde. Je veux remercier Mme Demers, qui est notre présidente du comité de finances. Je vois Nathalie, notre directrice générale adjointe, qui est dans la salle. Alors, merci à la direction des communications aussi, qui font un fabuleux travail. Merci infiniment, donc, pour votre magnifique travail au niveau de la préparation de tous les documents de vulgarisation que vous pouvez voir aujourd'hui, les communiqués de presse, etc. Alors, donc, c'est un très bon travail et des gens qui sont, ma foi, très aguerris, n'est-ce pas, depuis quelques années. Alors, les budgets, les PQI, ça n'a plus de secret pour eux. Alors, voilà. Merci infiniment de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je donne maintenant la parole à Mme Isabelle Demers, présidente du comité des finances, pour qui va faire la présentation du budget. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le maire. Alors, on va commencer par les faits saillants du budget 2025. Le budget totalise 428,5 millions, disons-le de cette façon-là. Alors, 60,4 millions dédiés à la sécurité publique. La sécurité publique, c'est le nouveau bureau de la sécurité civile, incendie et policiers. 20,1 millions pour la gestion des matières résiduelles avec une reprise de 25 de la collecte des déchets en régie. Monsieur le maire en a fait mention. 19,6 millions pour le déneigement. 15,3 millions quote-part total de la Société de transport de Lévis, incluant une bonification cette année de 1 million. 15,1 millions en contribution aux organismes du milieu, incluant le maintien et l'indexation. Monsieur le maire en a fait mention tout à l'heure du respect du cadre financier. C'était quelque chose de primordial. On a adopté un cadre financier en juin dernier. Alors, il fallait, à l'intérieur de ce budget-là, respecter le cadre financier. La prochaine planche, c'est une planche où on vous l'a présentée au niveau de l'adoption du cadre financier. Et on le fait aussi quand on a adopté le PQI en novembre dernier. Donc, il n'y a rien qui a changé. C'est vraiment ce qui a été respecté au niveau du cadre financier. Au niveau de la comparaison avec le cadre financier, au niveau de ce qui était prévu au cadre financier, c'était d'avoir des taxes et des tenants-lieux de taxes de 372 millions. On a un budget de 364,5 millions. C'est la différence qui est la plus marquée. Et qu'est-ce qui fait cette différence-là avec le cadre financier de juin dernier? C'est qu'il y a une variation des assiettes foncières dans les différentes catégories. Alors, c'est ce qui fait la différence dans les 6 derniers mois. Les autres revenus, vous voyez, il y a une petite différence, puis l'affectation de l'excédent de fonctionnement. Au cadre financier, il n'y avait rien qui était prévu et on a maintenu une affectation de 4,8 millions. Au niveau des dépenses, alors on avait dans le cadre financier, puis là je vais faire le total, mais on avait une stratégie financière à définir pour 7,6 millions.
on devait arriver pour balancer le budget. Alors, on avait un budget prévu dans le cadre financier de 438 millions et on a un budget qu'on vous présente aujourd'hui de 428,5 millions. Fait qu'il y a quand même un effort, malgré les contrats qu'on signe, il y a un effort qui est fait à l'intérieur de l'administration municipale, puis on a un budget aujourd'hui qu'on vous présente à 428,5 millions. Ce détail-là de budget, vous avez la taxe foncière incluant l'eau, matières résiduelles et l'assainissement. Vous avez vraiment un comparatif avec le budget 2024 et le budget 2025 avec chacun des écarts. Au niveau tarification et services municipaux, je vais juste donner des exemples. Ça peut être les branchements qu'on fait quand les gens se construisent. Ça peut être la tarification des camps de jour, les gens qui font couper des bordures. C'est vraiment une tarification des services municipaux. Les autres taxes, c'est les taxes de secteur parce qu'il y en a encore des taxes de secteur. Il y a aussi une taxe qu'on appelle une taxe de secteur, mais le secteur desservi, c'est 95 de la population de Lévis qui reçoit cette taxe-là. Au niveau des dépenses, ça, c'est les revenus. Compensation ayant lieu de taxe, vous voyez, on a une augmentation de 3 Les droits de mutation, on a mis au budget l'année passée 12 millions. Il y a eu quand même beaucoup de transactions et on met au budget 2025 parce qu'on sait qu'il y aura encore beaucoup de transactions qui vont venir. 14 millions. Alors, c'est une augmentation de 2 millions. Je peux juste vous dire que présentement, on est rendu à plus que ce montant-là pour 2024. Les services rendus, alors j'en explique un peu, il y a des services qui sont rendus par la municipalité. On a une petite diminution. Revenus d'intérêt, une augmentation, les taux d'intérêt augmentent, alors nous, il y a l'augmentation des revenus d'intérêt aussi, les subventions qu'on reçoit. Il y a, puis les autres revenus, je voulais juste en faire mention parce qu'on disait, qu'est-ce que c'est que les autres revenus? Ça va être des revenus de location, des servitudes, des baux, puis il y a des revenus divers qui sont là-dedans aussi, et l'affectation du surplus. Vous voyez, l'an passé, on avait environ 3,5 millions d'affectation de surplus. On passe à 4 800 000 cette année. Les dépenses. Alors, la masse salariale passe de 172,8 millions à 185,7 millions. On est à 43,3 du budget. Il faut savoir qu'on a adopté un plan quinquennal d'effectifs. Alors, on respecte notre plan d'effectifs qu'on a fait. On avait du rattrapage à faire au niveau des employés par 1000 habitants. Alors, c'est ce qu'on a fait en 2023. On a adopté un plan quinquennal d'effectifs. On est à la 2e année du plan d'effectifs. Et cette année, vous verrez, on aura une augmentation de 31 personnes effectives année qui vont s'ajouter au niveau du personnel. Biens et services, alors vous avez le détail de chacun des dépenses par objet, contribution à des organismes et le service de dette. Le service de dette qui passe de 72,7 millions, qui était à 18 Vous savez qu'on a un paramètre dans la gestion de la dette qui dit qu'on ne doit pas dépasser 20 On passe à 18,2 donc on respecte ce paramètre-là, qui fait partie aussi du cadre financier. Et dans le budget 2025, c'est 78 millions 100 000 qu'on a affecté au budget 2025 pour le service de la dette. Alors ici, on a les budgets, on a toutes les dépenses par direction, administration générale. On a parlé tout à l'heure pour la sécurité publique, police, incendie, sécurité civile. Le 60,4 millions passe là. Vous savez que c'est un montant qui est quand même très élevé, mais on a mis l'emphase sur la sécurité publique cette année. C'est ce qu'on voulait faire aussi. On a mis un bureau de sécurité civile. Ça n'existait pas. Alors, on l'a mis en place en 2024. Donc là, on voit l'effet. Ça n'existait pas en 2024. C'est un choix qu'on a fait d'avoir un bureau de sécurité civile. On est sur le bord du fleuve. Alors, il fallait aussi avoir ces préoccupations-là au niveau de la sécurité civile. Incendie policier, hein, vous savez que la ville se développe, mais on a mis aussi l'emphase au niveau du service de police pour qu'il y ait une présence accrue sur le territoire. Ensuite, on a l'entretien des infrastructures. Vous avez le détail. Je ne ferai pas le détail de toutes les dépenses par les directions, mais vous avez quand même le détail et les augmentations par rapport à l'année passée. On voulait que vous ayez le comparatif de 2024 avec 2025. La prochaine planche, on a mis, en fait, ce que vous avez sur la page précédente, on les a mis en, j'appelle ça des bâtons, là, on vous les a mis on les a mis en bâton, on les a mis comme ça, fait que c'est les mêmes pourcentages que vous retrouvez pour le total du budget de 428 500 000.
Service de dette à la charge de la Ville, alors on a fait le même comparatif, mais on l'a fait sur 2 ans, le 2023 et le 2024 versus le 2025. Fait que vous voyez l'augmentation du service de dette. Taux d'intérêt estimé pour le budget 2025 à 3,75. On le fait à 3,75. Là, il y en a qui vont nous dire le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé. C'est ce qu'on prévoit pendant toute l'année. On a fait des emprunts qui ont tourné autour de 4 % au mois de novembre. C'était les derniers emprunts qu'on a faits. On emprunte 4 fois durant l'année, fait qu'on s'attend à avoir une moyenne de 3,75 au niveau des taux d'intérêt. Temps estimé pour le budget 2025 sur 15 ans, donc les emprunts sont estimés et ça respecte le cadre financier estimé sur 15 ans. Le budget 2024, ajustement suivant l'adoption du cadre financier de la politique de la gestion de la dette. Les ajustements excluent le fonds de roulement et les intérêts subventionnés. Et ça respecte en tout point les paramètres du cadre financier. Cette planche-là, bon, on l'a mis au cadre financier, on l'a mis au PQI. La première ligne que vous voyez, c'était les données du cadre financier, puis là, on a les données réelles. Bien, en fait, vous avez les données réelles pour 2023. 2024, c'est ce qu'on prévoit. L'année n'est pas terminée encore. Puis, vous avez les prévisions jusqu'en 2029. On a quand même, la cible maximale est de 20 %. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On est à 18,6 % pour 2025, c'est ce qui est prévu. La dette à long terme à la charge de la Ville, alors j'ai envie de vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'en 2024, on prévoit avoir moins emprunté. Il y en a qui vont dire, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle, puis il y a des travaux qui se font quand même sur le territoire de la Ville. On avait prévu à l'intérieur du cadre financier en 2024 terminer l'année avec une dette à 156 % et on prévoit, il reste encore quelques jours, l'année n'est pas terminée, il y a des travaux qui vont continuer de se faire, mais on prévoit terminer l'année à 151. Donc, on respecte les paramètres du cadre financier. Puis, si on vous parle de la dette consolidée en 2023, parce que c'est les derniers chiffres qu'on a, la dette consolidée en 2023 est à 552 millions et la dette à la charge de la Ville, la non consolidée, est à 539,4. Le paiement comptant. On voulait faire une relation pour que vous puissiez voir depuis 2015. En 2015, on payait comptant 6,2 millions. À l'intérieur du cadre financier, ce qu'on voulait faire, puis ce qu'on a mis à l'intérieur du cadre financier, c'est qu'on veut payer 20 millions par année, mais au minimum, c'est 13,5 millions qu'on doit payer. Alors, ça, on le respecte, selon la capacité financière de la Ville, naturellement. Puis l'objectif annuel à terme est de 20 millions. Cette année, on est à 19. Mais dans le 20 millions, on va facilement l'atteindre pour 2025 parce qu'on a différentes réserves. Et je donne l'exemple du fonds parc où on fait des paiements comptants. Il y a de l'argent dans le fonds parc. Et surtout la réserve des services de proximité pour laquelle on a ajouté 2,7 millions pour des projets possibles en 2025 qui vont se payer comptant. Fait qu'on le sait que le 20 millions va être facilement atteint avec les différentes réserves qu'on a. Et je parle du fonds parc, mais il y a ce fonds-là en particulier. Alors, je continue avec l'augmentation du compte de taxes de 2,9 % dans le résidentiel. Vous savez que la section, la catégorie s'appelle résiduelle, mais on l'appelle résidentiel, c'est plus facile pour tout le monde. Alors, la taxe foncière générale résidentielle, en 2024, un citoyen qui a une maison moyenne de 329 700 payait 2 513 $ va payer 2 543 en 2025. Il y a une variation de 30 $ pour 1,2 %. C'est pour ça qu'on avait deux pourcentages à vous dire. Le 1,2, c'est vraiment la taxation. On augmente d'1,2. Le tout inclus avec l'eau, l'assainissement, les déchets, aqueduc et ancienne dette. La taxe de secteur pour l'aqueduc et l'ancienne dette, c'est les secteurs desservis. 95 % des citoyens de la Ville de Lévis ont cette taxe-là. C'est pour ça qu'on prend un compte de taxe. Généralement, c'est ce que les citoyens vont recevoir. Alors, ça fait une augmentation pour l'année de 95 $ total, incluant la tarification de 2,9 %. L'autre planche, on voulait vous donner chacune des catégories. Alors, résidentiel, tout inclus, on dit 2,9. Le taux au 100 $ d'évaluation, je pense que c'est important que les gens aient aussi le taux au 100 $ d'évaluation. Quand on se fait des comparables avec les autres villes, on se compare beaucoup au 100 $ d'évaluation. Alors, au niveau résidentiel, le 77,13
Au commercial, 3,9. Donc, c'est au total, là, je vous dirais que le commercial est à 1 % de plus que le résidentiel. On voit ça dans plusieurs villes. Il y a des villes qui ont des cadres financiers aussi. Puis, il y a des villes qui mettent même des taux d'avance, 5 à 10 ans d'avance, en disant qu'importe le taux qu'on aura au résidentiel, le commercial va avoir 1 % de plus, et ils l'établissent comme ça. Cette année, on arrive, nous, ici, puis on fait 1 % de plus sur le commercial. Au taux du 100 $ d'évaluation, c'est 2,57,47. L'industriel est à 5 % pour 3,40,82 au 100 $ d'évaluation. Le 6 logements et plus, 6 %, 0,85,91 sous au 100 $ d'évaluation. L'exploitation agricole, 3 % à 61,72. Forestier, 1,21 à 0,7713, qui est le même taux que le résidentiel. Et les terrains vagues vont demeurer à 4 fois le taux du taux résidentiel. Cette planche-là, on voulait faire une comparaison, taxation de 5 grandes villes comparables en 2024. Naturellement, on n'a pas les taux de toutes les autres villes pour 2025. En 2024, pour une maison d'une même valeur, justement, quand je vous parlais du 100 $ d'évaluation, ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'est-ce que ça coûte pour une maison de 329 700 dans les autres villes. Là, vous allez dire, oui, mais là, ce n'est pas nécessairement le taux moyen des autres villes. Ce qu'on voulait faire, c'est de comparer pour une maison de 329 700, si elle est ici à Lévis ou elle est à quelque part dans une autre ville comparable, qu'est-ce que ça va coûter? Ce qu'on voulait refléter là-dedans, c'est que notre taux au 100 $ d'évaluation, il est bas. Fait que c'est pour ça qu'on voulait vous donner ces comparables-là. On va tourner l'autre page. Et là, vous avez les taux au 100 $ d'évaluation. Alors, 76,21 en 2024 ici à Lévis. Et on monte, c'est 60, je vais juste revenir ici. On monte à 77,16. Québec, 0,90,72, c'est des taux 2024. Sherbrooke, 1,03,15. Puis ça, on est au 100 $ d'évaluation. Saguenay, 1,27. Terrebonne, 0,75,23. Trois-Rivières, 1,30,41. Voilà. En bref, hausse annuelle de 95 $ pour une résidence moyenne d'une valeur de 329 000. Maintien de la possibilité de payer le compte de taxes en 12 versements égaux sans frais pour les citoyens. Ça, je pense que c'est une mesure qui est vraiment très gagnante. Donc, 258,2 millions en services directs aux contribuables, 103,4 millions en entretien des infrastructures, voirie, déneigement, traitement des eaux, immeubles, parcs et espaces verts, 60,4 millions en sécurité publique, 30,9 millions en environnement, 25,4 millions en loisirs et culture, 16,7 millions en transport et mobilité durable, 14 millions génie et urbanisme, 7,4 millions en développement économique. La Ville présente un budget équilibré. Tantôt, il y en a qui ont réagi. On n'a pas le choix. Respectant les paramètres du cadre financier sans couper dans le panier de services aux citoyens. Et c'était une de nos demandes. On n'était pas très négociable. On ne voulait pas que le panier de services des citoyens soit touché. Voilà. Alors, j'ai fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup, Mme Demers. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions concernant le budget. Je vous invite à vous nommer, de même que le média que vous représentez, avant de poser votre question. Donc, à vous la parole. Bonjour. Tayeb Mola, Journal de Québec. La hausse des effectifs, on parle de 31, j'imagine que ça doit être équivalent temps complet, là. 31, dont 10 en sécurité publique, est-ce que c'est bien ça? Oui, on avait le tableau. Oui, c'est exact. Tout à fait. OK. Là-dedans, c'est combien de policiers? Est-ce que c'est possible d'avoir cette information? On s'est parlé là-dessus, je le dirai pas plus à ce moment-ci. Donc, c'est 10 effectifs en sécurité publique et civile. On va présenter d'ailleurs au comité plénier un peu plus tard le détail, tout ça, mais pour l'instant, on reste à ce chiffre un peu plus général. OK. Mais les élus vont voter le budget, donc ils sont censés avoir comme tous les éléments de ce budget-là, oui, y compris l'ajout d'effectifs. Bien, vous avez raison. La différence, c'est que le rôle du conseil, c'est de donner des orientations dans quelles sont les priorités pour que l'administration investisse dans ces effectifs et l'administration répartit dans les différentes directions pour répondre à ces orientations-là. Donc, les orientations, les priorités du programme quinquennal d'effectifs ont déjà été déterminées. Donc, c'est, entre autres, en matière de sécurité publique et civile, c'est 10 effectifs. Et il y en a en technologie de l'information, il y en a en capacité de l'infrastructure, en planification et sur le panier de services en général. C'est les 5 priorités qui ont été accordées. Et ensuite, bien, l'administration va venir décliner tout ça parmi les différentes directions pour atteindre les objectifs. Pour la gestion de matières résiduelles,
On parle, j'ai pas très bien compris, est-ce que Mais, 25... Oui, mais je veux juste allez-y, monsieur compléter Plante. pour le nombre de PA qu'on ajoute. C'est pas une question de transparence ou pas, là. Il y a des éléments aussi à l'interne qui fait que tout ça va être présenté au comité plénier. Mais sur le plan de la stratégie à l'interne, alors nous, ce qu'on dit, exemple, le conseil donne l'orientation, ça prend 10 postes de plus en sécurité publique, 5 en technologie de l'information, 3 en la pérennité des infrastructures, 6 en planification du territoire et 7 en augmentation de la capacité. Après, nous, on laisse travailler la direction générale, mais on ne peut pas dévoiler publiquement le détail de ces chiffres-là pour le moment. C'est eux qui affinent après. Exactement, exactement. Mais sachez que tout ça est présenté au conseil municipal. D'ailleurs, je me demande si ça ne sera pas fait cet après-midi. Alors, on aurait pu attendre. Je suis en avance de 2-3 heures, c'est tout, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais, c'est beau. mais plus tard, au fur et à mesure, vous allez connaître tous ces... Vous allez être à même de voir ces informations-là. Pour la gestion des déchets, la matière résiduelle, juste savoir, est-ce que c'est une augmentation de 25 de la part de la Ville ou est-ce que maintenant, c'est 75 au privé et 25 à la Ville que ça se fait? C'est que nous, normalement, on ramasse en régie 25 du territoire va être ramassé en régie. Va être. Oui, va être Mais à actuellement, partir, c'était 0 à partir de février. OK. Oui, on était à 0. OK, c'est ça la que raison je- pour laquelle vous vous souvenez de l'épisode où on avait eu des problèmes avec certains contracteurs. Alors, donc là, on s'est dit, qu'est-ce qui arrive si, à cause de manque de main-d'œuvre, on n'a plus personne qui soumissionne? On n'a pas de camion, on n'a pas... Alors là, on s'est rendu compte d'une certaine vulnérabilité. C'est la raison pour laquelle, cette année, tel qu'on a prévu le faire, on passe à l'action. De OK, telle donc- sorte qu'en ayant des camions avec des opérateurs en régie, bien, ça nous permet, si jamais il arrivait le pire, de pouvoir desservir d'autres zones en louant des camions, parce qu'on a plusieurs opérateurs qui sont formés pour ça. Mais c'est la première fois que vous le faites, Ça va être la en première partie fois. vous-même, là. Oui, exactement. En partie. C'est une première. On vient me dire que non, c'est la première année. Parce que dans le budget 2024, c'est écrit aussi que vous rapatriez 25 en régie pour les résiduels que je me demande. Oui, bien, on a commencé, c'est-à-dire qu'on a procédé. Si vous regardez, les camions sont achetés, là. Alors ça, c'était le début en 2024. Là, on a fait la formation des opérateurs. Puis on commence en février 2025. Donc, Mais les camions sont achetés de l'an dernier. OK. C'était Ça sur va? 2 ans. Au fond, Oui, on a exact. acheté, mais dans les faits, la Ville n'a pas ramassé l'année dernière, mais elle commence en février. On commence en février 2025. En fait, c'est une question d'administration de contrat aussi. Hein. Pour commencer à faire le 25 il faut que le les contrat... finir les autres. Exactement. Donc, c'est une question d'arrimage aussi avec les contrats pour la collecte, pour pas qu'on chevauche les Pour deux. pas payer là. en double. Ben, c'est ça, exactement. Je comprends. C'est ça l'objectif. Toute dernière chose pour moi, pour les, en première partie, parce que je reviendrai après, il y a 25... il y a des chiffres, là, pour le 6 logements et plus, par exemple. On sait que c'est 6 là, la hausse, mais ça n'inclut pas la portion là, de hausse des tarifs pour ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir... Pourquoi on n'a pas de moyenne pour pouvoir comparer par rapport au résidentiel unifamilial seulement? Là, c'est comme compliqué là, à comprendre. C'est très technique. Pardonnez-moi. C'est une pratique là, qu'on suit depuis plusieurs années. On présente la résidence unifamiliale moyenne, de 1, et de 2, dans les catégories commerciales, industrielles ou même 6 logements. Il y a beaucoup de variables de volumes différents. Donc, c'est d'en sortir un taux moyen, ça devient difficile. Là. Ou du moins, on aime ça avoir quelque chose qui est juste et vérifiable. Là, c'est plus varié dans ces catégories-là. Non. Non, Ben, non, non, la non. hausse des tarifs, c'est au global. Après ça, on répartit selon le volume et les catégories. En fait, je veux juste ajouter, c'est difficile de faire une tarification pour le 6 logements et plus parce que ça va dépendre de ce que les gens vont avoir comme bac. On est au mètre cube. Est-ce qu'il va y avoir 1, 2, 3 bacs au mètre cube? Ça dépend c'est un 6 logements, c'est un 100 logements. Alors, c'est difficile de faire une moyenne de tarification C'est ça. pour ces gens-là, justement à cause de leur utilisation et de leurs besoins. Donc, on ne pouvait pas arriver pour dire la tarification dans le 6 logements va coûter, exemple, 2,7 % en moyenne. On ne le sait pas. Ça dépend vraiment de l'utilisation qui est faite pour chacun des propriétaires. Ça va à l'utilisation, c'est ça la différence. C'est pas quelque chose de fixe comme
la taxe là, pour dans le résidentiel. l'unifamilial. Exact. Tandis que, je veux juste terminer là-dessus. Oui. À l'unifamilial, c'est facile de prévoir. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait, on le charge à la main. On le charge à l'adresse. Le prix est uniforme. Oui. OK. Simon Carmichael, Le Soleil. Est-ce que vous seriez d'accord avec l'affirmation que vous avez décidé de donner une petite pause aux petits propriétaires en la finançant auprès des promoteurs ou des autres catégories de taxation? C'est pas une petite pause. C'est d'amener une équité au niveau de la taxation. Nous sommes une ville en forte croissance. Il y a 10 ans, Lévis, tout le monde disait c'est la banlieue de Québec. Maintenant, Lévis est une ville prospère avec 5100 entreprises. À partir du moment où on est une ville qui connaît une grande prospérité avec au-delà de 80 000 emplois, avec ce qui s'en vient avec la construction navale, on n'est pas prêt de s'arrêter, c'est que le développement a un prix. Et vous avez vu, on a annoncé dans le cadre du programme quinquennal d'immobilisation nos investissements de 135 millions. Alors, juste pour vous donner une idée, là, chaque 50 millions me coûte 4,4 millions par année en services de dette. Alors, la question, et je l'ai dit le 15 février, alors c'est pas là, je donne pas un break soudainement aux petits résidents, là. Alors donc, ce que je fais, c'est que à la Chambre de commerce, devant 300 personnalités d'affaires, vous vous souvenez, M. Carmichael, vous étiez là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il faut trouver une voie de passage équitable pour pas que le citoyen se retrouve pris avec l'ensemble du fardeau fiscal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé aussi un comité qui va se mettre en marche avec les diverses associations, l'IDU, la PCHQ, la Chambre de commerce, où ensemble, la direction générale a déjà le mandat de voir l'ensemble des scénarios de revenus potentiels, donc au niveau de la taxation reliée à notre développement, pas à la pérennité, mais à notre développement. Alors, et eux, on va avoir des rencontres avec eux pour leur dire, voici ce qu'il en coûte à la ville de Lévis pour les citoyens de faire du développement. Nous, on estime, je vous donne une hypothèse, on estime que normalement, vous devriez assumer telle portion de ce développement-là. Oui, justement, l'année dernière, à la Chambre de commerce, puis même, je vous dirais que depuis le PQI de l'an dernier, là, que vous dites qu'il faut plus d'équité, puis qu'il faut commencer à y penser, Là, on fait plus qu'y penser, on passe à l'action. Mais vous disiez justement que vous alliez nous présenter une forme de redevance sur le développement dans le budget. Ça fait partie des scénarios. Ça fait partie... Pourquoi est-ce que c'est pas présenté dans le budget aujourd'hui? Puis pourquoi est-ce que plutôt on a décidé d'y aller avec une augmentation du taux de taxation plutôt que quelque chose de forfaitaire? Par exemple, 2 000 $ la porte. Parce qu'il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Alors, ce qu'on va faire en janvier, avec le comité des gens d'affaires également, on va regarder ensemble quelles sont toutes les sources de revenus possibles, dont celles que nous appliquons actuellement. À partir de là, une fois qu'on aura le tout, on va regarder ensemble quelle serait la meilleure voie de passage. Est-ce qu'on pourrait apporter certaines modifications à ce qui existe déjà? Oui. Sauf que pour le multifamilial, on est à très en retard par rapport aux autres villes. Parce que vous avez vu, sur la foncière des villes comparables, on est au 2e rang les plus bas, mais dans le multifamilial, on est toutes catégories les plus bas. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans une ville en forte croissance quand on fait un transfert de la charge fiscale, donc de la densification, vers le simple citoyen. C'est juste ça. Et au fond, aujourd'hui, on est conforme à ce que j'avais dit à la Chambre de commerce en février dernier. Mais une redevance forfaitaire, ça va être regardé. Je viens de vous dire que ça va être regardé. Ça fait partie, toutes les sources de revenus potentiels vont être regardées. Parfait. Puis une petite dernière question. L'an dernier, après le budget, là, vous nous aviez reconnu que la hausse de taxes salées, c'est un peu la conséquence des années où on avait décidé de ne pas augmenter les taxes au niveau de l'inflation, ou qu'on avait même décidé de geler les taxes là, pendant la pandémie. Cette année encore, on est sous la barre de l'inflation. Est-ce que c'est pas un peu se remettre dans la même situation qui nous a mené à une hausse de taxes de 7 points plus l'année dernière? Non, parce que cette fois-ci, et je vous invite évidemment à le lire, nous avons un cadre financier. Alors, vous avez simplement à regarder les scénarios pour 2026, 2027, 2028, 2029. Ça va vous donner 2028 qu'on va, c'est-tu 2005 ans, en tout cas. Bref, vous irez voir, M. Carmichael. Non, sérieusement, le cadre financier, là,
ça nous donne une sécurité pas mal plus intéressante. Ça nous donne, bien, regardez, c'est pas pour rien qu'on a enlevé, combien qu'on a enlevé dans le PQI, au-dessus de 100 millions? 123 millions qu'on a enlevé dans le PQI, là, pour être capable de suivre notre cadre financier. Alors, ça repositionne vraiment, notre stratégie pour les prochaines années. Mais effectivement, là où vous avez raison, dans une perspective où on n'avait pas de cadre financier, je vais vous le dire bien franchement, là, entre nous, là, si on n'avait pas eu le cadre financier, c'est sûr qu'on n'aurait pas donné 0 %. Si on avait eu un cadre financier à ce moment-là. Sur la surtaxe. Oh oui, tu sais, en 2021, je parle. Pas cette année. Sur la surtaxe sur les terrains vacants, vous nous présentez ça comme une mesure d'équité. Qu'est-ce qui est équitable dans le fait de surtaxer des terrains pour un droit que les promoteurs n'ont pas en ce moment? Qu'est-ce qui est équitable? Bien, les promoteurs ont toujours le droit. Je m'excuse, ce que vous dites là est à moitié vrai. C'est que c'est une mesure provisoire. La loi a ajouté ça, vous le savez comme moi, en juin 2023, justement pour que les villes puissent faire à la densification. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça se cache une grande orientation gouvernementale. Puis, je n'accuse pas le gouvernement de quoi que ce soit, même. J'en profite de faire la mise au point. On est tout à fait d'accord avec les nouvelles normes en environnement. Mais ça coûte des sous aux villes et il faut qu'on s'adapte à la situation. Cela étant dit, au niveau des terrains vagues desservis, il ne faut pas oublier une chose, c'est une mesure provisoire prévue dans la loi qui nous a été donnée depuis juin 2023, décembre ou juin, je ne me souviens plus, décembre 2023, oui, c'est ça. Donc, cette mesure-là vise essentiellement à nous aider à faire face à toute cette densification qui s'en vient sur le territoire et justement amener une certaine équité. Parce que au fond, j'ai deux choix quand je fais du développement de grande envergure comme nous. N'oubliez pas qu'on est les premiers pour la croissance économique. Alors, je vous donne juste une idée, là. Pour 2024, je ne suis plus à 3200 unités, à 3041 unités. C'est à ça, 3041 unités. Alors, depuis la fin octobre, j'ai grimpé à 3800, juste au 1er décembre. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur que notre développement connaît. Donc, nous, on met de l'avant un plan d'action qui est très énergique. Les mesures qu'on met de l'avant ne sont que provisoires. Mais nous maintenons, comme je l'ai dit à la Chambre de commerce en février dernier, que le promoteur doit payer le juste prix du développement. Et ce juste prix-là est déjà dans l'ensemble nettement moins élevé qu'ailleurs parce qu'on n'a pas une sorte de tarification à gauche et à droite. C'est ça aussi qui fait notre avantage. Nous, on est à l'état brut. Une ville comme Québec va aller chercher 19-20 millions d'autres revenus au niveau de haute tarification, autres revenus. Nous autres, on n'est même pas 1 million. Alors, donc, ça vous donne une idée quand même que notre taxation est quand même relativement intéressante. Mais oui, il faut refaire, il faut rebalancer les choses en fonction de ça. Alors, donc, à moins qu'on continuerait à privilégier le fait que c'est le contribuable qui doit payer l'ensemble du développement, ce qui n'est pas le choix qu'on a fait. Merci. Merci. Prochaine question. Bonjour à vous tous. Philippe Rodrigue-Comeau, FM 93. Monsieur le maire, n'en demeure pas moins que quelqu'un qui a un terrain vacant à l'heure actuelle et qui projetait d'avoir un permis de construction dans les prochains mois ne peut plus le faire. Or, il va être surtaxé 4 fois le taux. Est-ce que vous craignez des risques de poursuite? Est-ce qu'il y a des avis juridiques solides qui font en sorte que vous êtes confiant qu'on ne vous ferait pas rattraper par cette mesure-là qui est inéquitable aux yeux de certains promoteurs? Actuellement, ce sont des mesures provisoires, donc permises par la loi, qui font en sorte que nos services juridiques nous disent « go, vous pouvez aller de l'avant ». Donc, nous, à partir de ce moment-là, on est confiants. Mais vous le savez comme moi, c'est comme toute forme de taxe. Vous en entendez jamais parler, mais il y a des taxes de secteur, parfois, qu'on peut charger à des promoteurs pour du développement qu'ils font. Et vous en entendez jamais parler, mais il y a souvent des poursuites. Alors, la plupart du temps, on les gagne, mais ça peut arriver. Ça, on n'est pas à l'abri dans quelques taxations qu'on puisse faire, que ce soit pour des terrains vagues desservis, des taxes de secteur. Alors, on n'est pas à l'abri de poursuites. Ça fait partie. Le pouvoir judiciaire est un des pouvoirs reconnus aussi dans notre démocratie. Donc, on n'est pas à l'abri de ça. Mais on estime qu'on a ce qu'il faut pour être capable de poursuivre l'équité
dans la fiscalité municipale reliée au développement. Il y a 2 semaines, ou à peu près, là, quand il y a eu justement la séance extraordinaire, il y a des gens du milieu, des promoteurs qui nous disaient, à Lévis, ça fait des années que c'est quasiment un bar ouvert pour venir construire. Est-ce que votre administration ne l'a pas un peu échappé en n'appliquant pas des mesures plus douces au courant des dernières années pour pas que qu'il y ait un mur qui soit frappé là, à l'heure actuelle? C'est-à-dire que nous, on met en place notre plan d'action depuis 2020-2021. C'est pas d'hier. On n'est pas arrivé un bon matin puis on s'enligne comme ça. Le seul élément, c'est que au lieu de... Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Institut de la statistique du Québec prévoyait que la population qu'on a aujourd'hui, on allait l'atteindre en 2040. Donc, on est une ville très attractive, très prospère. Cela étant dit, à partir du moment où même l'Institut de la statistique du Québec, ses prévisions ne se sont pas avérées justes, il faut revoir rapidement nos plans. C'est ce qu'on a fait. Donc, depuis 2021, on a investi 177 millions et nous allons investir d'ici 2029 325 millions. Ce 325 millions-là va nous permettre de débloquer à la ville de Lévis, et ça, c'est quand même très important de le signaler, ça va nous permettre de développer des milliers d'unités d'habitation. Donc, c'est aux alentours de combien au total? 25 000 unités d'habitation qu'on va développer au cours des prochaines années. Donc, j'allais vous le dire bien franchement, là, le périmètre urbain va être plein. On a une voie de passage à traverser. Cette voie de passage-là fait en sorte qu'actuellement, vous avez raison, nos gens ont fait du beau développement à Lévis. On en est très, très fiers. On veut poursuivre sur la même lancée du développement. Il y aura une petite voie de passage, mais on a formé un comité avec justement les promoteurs et l'ensemble de ces gens-là pour regarder la situation. On a 2 choses à regarder. À quel moment on va repartir progressivement, donc, nos éléments. Puis en passant, le développement n'est pas bloqué partout à Lévis, là. Je vous le dis, on va développer là, l'année prochaine, en 2026, 2025. Vous allez voir 2000 unités d'habitation qui vont sortir de terre, là. Même dans les zones qui sont... vous allez en avoir 2000 qui vont sortir de terre, là. Alors, c'est aussi simple que ça. Donc, 5 à 600 dans les zones où c'est encore permis. Alors, je vous donne un exemple. Le Carrefour Saint-Romuald, où est situé le Costco, ne sont pas soustraits, ne sont pas soumis à ces règlements-là, là. Et ça, c'est un de nos gros pôles de développement. Donc, le développement se poursuit à Lévis. Et dans les 3 prochaines années, il va sortir de terre minimum 2000 unités d'habitation qui vont sortir de terre, là. Vous allez juste regarder sur Guillaume Couture. Prenez votre voiture en sortant, allez voir Guillaume Couture à Lévis, l'ancien Rinfret Auto. Vous allez voir, ils sont en train de creuser. Et il va sortir peut-être 400-500 unités là l'an prochain. Donc, ça veut dire que le développement, là, il n'est pas stoppé à Lévis, contrairement à ce qui est véhiculé. Au contraire, il se poursuit. On doit diminuer un peu la cadence, mais ça va être pour mieux rebondir. Alors, au fond, c'est ça l'engagement qu'a pris le conseil municipal, c'est de poursuivre le développement. Et pourquoi on poursuit le développement? Parce que notre croissance économique va demeurer fulgurante. Regardez l'entente que vient de négocier. M. Duclos était à Washington il y a encore quelques semaines, l'entente qu'ils viennent de négocier avec les États-Unis. Alors, écoutez, Davie va construire maintenant des brise-glaces pour les Américains, là. C'est ça l'entente qui est faite, qui a été signée quelques semaines avec les États-Unis. Alors donc, pour nous, là, c'est sûr que la croissance va se poursuivre à vitesse grand V à Lévis. Alors, c'est la raison pour laquelle on prépare le terrain. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu anticiper un tel développement? Écoutez, vous êtes les premiers à le voir visuellement. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un tel développement à Lévis? La réponse est non. Est-ce qu'on a maintenu une belle cadence? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'on est capable de répondre aux besoins futurs? La réponse est oui. Toute dernière, mon collègue Simon faisait référence à parler de petits breaks aux plus petits propriétaires. Dans quelle mesure cette hausse limitée à 2,9 % en dessous de l'inflation se fait sur le dos de la surtaxe? Parce que c'est quand même un 15 millions de revenus de plus. Là, ça aurait été difficile de se priver de ça sans augmenter les taxes. Je vais être bien franc avec vous. Ça répond à l'équité dont je vous parlais au début. Parce qu'il n'est pas question de refiler ça aux contribuables. C'est du développement. Et il faut qu'une partie du développement soit payée par ceux et celles qui le font. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quels seront les paramètres
de cette taxation dans le futur. On va faire le point. Nos gens sont en train d'évaluer toutes les sources de revenus dont parlait aussi M. Carmichael. On est en train de toutes les évaluer. Mais cela étant dit, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'il faut qu'on amène de l'équité. Parce que sinon, voici ce que le citoyen va nous dire. C'est qu'il va nous dire, bien, moi, du développement, j'en veux plus. Si je le paye en entier. Parce que nous, normalement, l'usufruit du développement doit nous servir à bâtir des arénas, des équipements de loisirs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est là qu'il faut que je garde l'équilibre. Et c'est cet équilibre-là qu'on souhaite garder au sein de notre ville. Et c'est essentiel de le faire. Maintenant, est-ce que ça va être nécessairement tout le temps la taxe, comme vous dites, est-ce que ça ne sera pas une taxe dans la porte dont faisait partie, dont faisait allusion M. Carmichael? Peut-être. On est ouvert à tout ça. C'est ça que je veux dire. Nous autres, là, on n'est pas des anti-développement, au contraire, vous le savez. Alors, donc, on est plus des pro-développement. Donc, c'est sûr, on va être capable de regarder, mais je dois le faire en toute équité avec mes citoyens. Alors, la taxation dont vous parlez, effectivement, si je leur filais aux citoyens demain, je leur refile 5 % de plus sur le compte de taxe. Parce qu'une des options, ça serait, j'en aurais plus d'augmentation. Mais l'option, savez-vous quelle est-elle à ce moment-là? J'arrête tout le développement. Je peux le faire. Il y a des villes qui le font. Si je stoppe mon développement, c'est sûr que j'ai plus de pression. Vous me suivez? Alors, c'est juste ça que je veux dire, là. Entendons-nous bien, là. C'est parce que moi et toute mon équipe, on est déjà en faveur du développement. Regardez la croissance phénoménale qu'a connue notre ville. On veut continuer. Le seul élément, il faut juste trouver la voie de passage pour l'équilibre entre ce qui est bon pour le citoyen puis ce qui doit être payé aussi par ceux et celles qui font du développement. Puis là, s'ajoute la nouveauté que vous connaissez, c'est la densification. On n'est pas les seuls, hein? Vous le voyez, là. Gatineau s'apprête à adopter un règlement aussi comme le nôtre, là, un règlement provisoire. Donc, il s'apprête à faire la même chose que nous. Sherbrooke aussi, on le sait, d'autres municipalités l'ont déjà adopté. C'est pas pour rien que le gouvernement nous a donné, en décembre dernier, ce pouvoir-là, mais ce pouvoir aussi, en juin 2023, je pense que ça a été donné, le pouvoir. Non, je parle pas pour la taxe, pour le pouvoir. C'est juin 2023, le nouveau pouvoir inséré dans la loi sur les compétences municipales qui nous permet de se doter de ces règlements provisoires-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que la densification amène un développement qui peut être assez faramineux, surtout quand vous êtes un aimant comme Lévis. Merci. Prochaine question? Oui, Olivier Lemieux, Radio-Canada. Donc, vous l'avez très bien dit, là, Monsieur le maire, c'était le calcul que je faisais aussi. 15 millions en taxes sur les terrains vagues desservis, ça représente un peu plus que 5 points en taxation. Fait que dans le fond, la question qui se pose, le break de taxes de cette année, est-ce que vous le financez avec les promoteurs que vous taxez pour les terrains? Non, ils doivent payer, je vous l'ai dit tantôt, ils doivent payer en toute équité leur juste part. Vous appelez ça de l'équité, mais donc les revenus viennent de là. Fait que c'est eux qui payent le break de taxes. Non, pas du tout. Ils assument une part de responsabilité en regard du développement. Regardez, là, j'ai investi 325 millions dans les prochaines années. Ce 325 millions-là, chaque fois que j'ai 50 millions, ça me coûte 4 millions. Prenez 4 millions, multipliez-le par 300. Là. 300, il y a combien? Là? 50 millions, dans 300, il y en a 6. OK? 4 fois 6, 24. Les citoyens, là, à partir de cette année, ils vont assumer peut-être 18, 20, 25 millions par année pour le développement. Est-ce que c'est à eux à payer l'entièreté de ça? La réponse est non. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'a rien à voir avec la taxation, dans le fond. Ça a à voir avec le fait que dans une assiette fiscale, surtout quand vous êtes en forte croissance, qui paye quoi? Et c'est là qu'à un moment donné, si je continue à faire du développement et si les promoteurs ne paient pas la juste part, je vais avoir des augmentations de taxes faramineuses dans les prochaines années. C'est clair. Mais moi, je ne refile pas la facture à personne. C'est que j'ai deux choix. Je peux stopper mon développement. Si je stoppe le développement, là, ça veut dire que je ne donne plus... Ça veut dire qu'on va annoncer officiellement, à partir de maintenant, Lévis ne fait plus de développement. Et là, à ce moment-là, à court terme, j'en ai plus de problème. Parce que je ne refilerai pas la taxation du développement aux gens de la ville, à celui qui a une unifamiliale. Vous me suivez?
Moi, je vous comprends très bien sur l'objectif puis sur l'équité que vous présentez. Mais il y a la façon, Monsieur le maire. La façon, c'est Non, mais j'y arrive, la façon. Quand vous taxez un promoteur pour un terrain qu'il ne peut pas développer, il n'y en a pas de porte de sortie. C'est ça, je pense, qui choque. Oui, il y en a des portes de sortie. Les portes de sortie, savez-vous quoi? 25 000 unités qui vont se libérer progressivement. C'est pas rien, parce que je peux choisir de ne rien faire. Si je ne choisis de ne rien faire, enlever mon 325 millions, OK? À la fin de 2025, le développement dans toute la ville est terminé. Mais ce n'est pas le choix qu'on fait. Sauf que pour assumer ce choix-là, il faut que je regarde qui paye quoi. Puis là, je vais vous donner un exemple concret. Le redéveloppement amène une nouvelle façon aussi de voir les règles du jeu. Alors, je vous donne un exemple. Actuellement, il y a des promoteurs, traditionnellement, le développement se faisait de la façon suivante. Des promoteurs ouvrent une rue, ils payent tout. L'aqueduc, l'égout, l'éclairage, ils payent tout. 100 %. Le redéveloppement, mettons sur Guillaume Couture, sur Kennedy, s'il y a un réseau d'aqueduc, d'égout, je viens me brancher, j'obtiens le permis, puis je procède. Alors donc, nous, il faut vraiment qu'on regarde dans la densification et dans tous ces éléments-là, quelle va être la juste part. Et c'est ça dans le comité que j'ai créé. On va être prêt à regarder à nouveau ces aspects-là dans un contexte global des choses. Alors, on est dans une situation évolutive, je l'admets, mais au fond, moi, il faut que je m'assure que le citoyen ne paiera pas l'ensemble des infrastructures de développement. D'autant plus. Puis ça, je le comprends, mais répondez à cette question-là. À votre connaissance, est-ce qu'il y a une autre ville au Québec qui utilise la taxe sur les terrains vagues desservis Québec vient de dans le cadre d'un moratoire? Ah, bien, on va le voir. Il va en avoir d'autres. Êtes-vous les seuls avec un moratoire qui taxent les terrains vagues? Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres qui vont s'ajouter, mais... Donc, vous êtes seul pour l'instant? Bien, c'est-à-dire que la loi nous permettant donc, cette loi-là provisoire, ces lois-là provisoires, ça date de juin 2023. Donc, c'est nouveau, c'est récent. Alors, on va voir les villes comparables qui vont être reliées avec ça. Mais nous, on doit l'utiliser. Pourquoi? On n'est pas le numéro 1 pour la croissance économique pour rien, là. C'est parce qu'on se développe à vitesse grand V. Combien de temps? Je viens de vous dire qu'on a ajouté 800. C'est 2 ans, le moratoire. Fait que le moratoire, c'est 2 ans. C'est 2 ans, oui. Alors donc, à partir, entre les 2 ans, premièrement, il va sortir de terre 2000 unités par année. Ne l'oubliez pas. 2000 par année. C'est déjà pas mal plus que bien la moyenne des grandes villes, là. Et en plus de ça, c'est que nous, progressivement, au fur et à mesure qu'on va être capable de débloquer de nouvelles unités, on va le faire. Mais c'est 25 000 unités à la clé qu'on va pouvoir développer. La question est la suivante. Est-ce que les gens qui font du développement à Lévis sont intéressés à ce qu'on débloque les 25 000 unités? Si oui, il faut qu'ils participent. Comment? On est ouvert aux suggestions. Là, on a cette taxe-là, ces terrains vagues desservis. Alors donc, on va voir comment on pourrait peut-être, est-ce qu'on n'ira pas à la porte, etc. Ça, on est ouvert à une certaine évolution. Mais pour le moment, il faut qu'on aille chercher les revenus là où ils sont. Et un pouvoir provisoire, quant à nous, n'est que provisoire. Puis en plus, je ne vous dis pas si moi, je n'avais aucun plan d'action. J'en ai un plan d'action, là. Et il est solide, là. Il est solide. Alors donc, ce plan d'action-là va me permettre de développer 25 000 nouvelles unités. C'est extraordinaire, là. Alors donc, à partir de ce moment-là, là, il va falloir voir. Puis ça, je vais prendre le temps de le faire. Quand j'ai rencontré l'association de l'APCHQ, je les ai toutes rencontrés. Je leur ai dit, on va former un comité en 2025. Et nous, on est ouvert à voir de quelle façon on pourrait travailler au niveau de ces revenus-là et de cette équité. Moi, j'ai compris, Monsieur le maire. Dernière question sur un autre sujet complètement. Dernière question. Oui, ma dernière question, là, sur votre masse salariale qui grimpe de 14 % année sur année et qui pèse pour 43 % de votre budget présentement. La valeur de pouce, c'est 40 % souvent qu'on vise. Vous êtes au-dessus et ça monte. Est-ce qu'il y a un échéancier pour plafonner votre masse salariale ou bien ça grimpe, ça continue? Bien, là, je ne peux pas vous dire vos chiffres là, que vous amenez. Là. Peut-être quelqu'un, peut-être que... Oui, la parce que là, c'est plus technique. Là. Juste pour être sûr, la croissance de la masse salariale est de 7,5 % entre 24 et 25.
OK, 7,7, OK. Mais OK. est-ce que je suis 43 du budget total, est-ce que je suis dedans? Oui. OK. Donc, comme je vous dis, ça croît et ça pèse quand même, c'est significatif. Est-ce qu'il y a un objectif de plafonner ou c'est quoi le plan de match? Oui. Juste si vous me permettez, là, le 40 vient de où? Le 43? Non, votre 40. Vous dites, on fait du pouce sur 40, là. Ça... Ben, Le DG de la Ville de Québec a dit, OK. par exemple, la semaine dernière, que l'essentiel, c'est de jamais dépasser OK. de 40 selon les normes comptables. de façon Bon, générale. bien, moi, je vais vous dire, ça fait depuis 2002 que je fais de la politique, mais on m'a toujours dit entre 42 et 44. OK? On m'a toujours dit ça, moi. Puis là, je suis pas comptable, puis je veux pas... dites pas que... Ouais, bien... probablement, mais moi, depuis 24 ans, on me dit tout le temps, la masse salariale entre 42 et 44, il ne faudrait pas dépasser. Je suis à l'aise. Je suis très à l'aise avec le plan quinquennal des effectifs qu'on a mis sur la table, qu'on a adopté de façon... Dans le cadre financier. Dans le cadre financier. Il faisait partie du cadre financier. Fait que moi, je vous le dis, là, entre 42 et 44, je suis toujours très à l'aise au niveau de la masse salariale. Fait que c'est pour ça que je voulais savoir 40. Tout à fait. Tout à fait. Si vous me permettez, Oui. la répartition des services d'une municipalité à l'autre peut être très différente. Ça peut faire varier le taux en fonction de la masse salariale. À Lévis, par exemple, on en a parlé il y a quelques minutes, là, on va passer en régie de la collecte de déchets pour 25 Bien, ça prend du monde. C'est des gens, c'est des employés de la Ville qui, autrement, étaient dans une autre case du budget, qui étaient dans les honoraires professionnels, dans les contrats. Aujourd'hui, on fait le choix de dire, on pense qu'on va avoir un meilleur service pour nos citoyens pour la collecte des déchets en procédant en régie. On va être plus sécuritaire, on va avoir des équipements, des infrastructures, mais ça a un coût. Donc, est-ce que cette augmentation-là de la masse salariale est favorable, défavorable? De mon point de vue, elle est favorable au service aux citoyens. Donc, voir le chiffre comme une finalité, c'est assez hasardeux de dire « Oh, là, la masse salariale augmente, c'est pas bon. » Bien, c'est pas vrai. Dans ce cas-ci, on veut donner un meilleur service aux citoyens et ça va faire diminuer une autre catégorie ou les montants. Alors, il faut faire attention dans le chiffre qu'on utilise, puis le taux cible qu'on se donne, ça peut varier en fonction des services. Merci. Prochaine question. Il y a un dernier point à ajouter là-dessus. N'oubliez pas qu'on est dans les villes comparables, la deuxième ville la moins taxée. Est-ce que jusque-là, ça va bien? Alors, quand vous dites 43 mais moi, par rapport à mon taux global de taxation, j'ai un écart budgétaire d'au moins 35 millions avec la ville comparable la plus proche. C'est ce qui fait que mon pourcentage aussi de masse salariale risque d'être plus élevé parce que je fais moins avec plus actuellement. C'est la raison pour laquelle on s'est donné un plan quinquennal d'effectifs pour rattraper un peu nos retards. Mais dans le taux global de taxation, bien, j'ai toujours cet écart-là que je traîne d'une trentaine de millions par année. Ce qui fait que si vous regardez mon pourcentage de masse salariale, il apparaît plus élevé un peu. Ce que je veux dire, c'est que dans ce sens-là, Mme Demers a raison. Tu sais, il y a un certain écart. Des fois, on peut dire 40 à un endroit, c'est élevé, ça a de l'allure, mais en réalité, leur budget est très élevé aussi. Tandis que moi, pour rattraper le budget des villes moyennes comparables, il faudrait que j'ajouterais à peu près 30 millions. Je vais juste vous dire ça. Je ne voulais pas insister là-dessus, mais c'est ça. Alors, notre plan d'effectifs vise à rattraper aussi nos retards et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le cadre financier. Exact. Parce qu'on a cette obligation aussi, avec la croissance de la ville, je n'ai pas le choix. Vous allez être d'accord avec moi que je n'ai pas le choix d'ajouter quelques pompiers et quelques policiers si je veux faire face à la croissance puis à l'augmentation en hauteur qu'on voit à Lévis actuellement. C'est juste ça. Oui, allez-y. Bonjour, Sébastien Tanguay pour Le Devoir. Je reviens sur un des arguments que vous avancez, Monsieur le maire, par rapport à la taxation des promoteurs. Vous dites que ce n'est pas aux citoyens de payer le développement de notre ville. C'est-à-dire en entier. Voilà. C'est pas utopique de penser qu'un promoteur qui est davantage taxé ne va pas refiler la facture aux citoyens en bout de ligne. C'est les lois du marché. C'est les lois du marché, c'est comme ça partout. Écoutez, M. Tanguay, là, j'ai deux choix, je vous l'ai dit tantôt. Moi, la position que j'ai prise, c'est que le citoyen en paie déjà une partie du développement. Il est prêt à l'assumer. Mais à un moment donné, il y a des limites à ce qu'il peut assumer dans une situation de très forte croissance. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Maintenant, je ne vous dis pas que ce qu'on a jusqu'à maintenant, on ne sera pas intéressé à regarder ça avec eux. On va le regarder. Mais nous, on va avoir, par contre, on va avoir des objectifs à atteindre. Et ces objectifs-là vont aller
de pair avec le développement qu'on souhaite faire. Vous me suivez? Si, autrement dit, il faut que je refile l'entièreté de la facture aux citoyens pour mon développement et que cette facture-là fasse en sorte qu'elle est trop élevée, bien, c'est clair que je vais stopper mon développement. Mais la hausse de taxes la plus salée, c'est pour les multilogements dans le budget que vous nous présentez aujourd'hui. Oui, mais on est déjà... Ce sont les locataires qui la paient, cette hausse de taxes-là. Oui, mais nous, c'est pas pour ça. Elle augmente pour une autre raison. C'est qu'on est les plus faibles des grandes villes. Donc, il faut que je ramène l'équité avec le citoyen, avec celui qui est dans l'unifamilial, où lui, pour le moment, il assume une partie de ça. Alors, il faut que je sois équitable. Alors, si on regarde dans les grandes villes, Mme Demers a fait avec son comité de finances les comparaisons, dans le multifamilial, on est, et de loin, les plus bas de toutes les villes comparables. Alors donc, à un moment donné, il faut faire un certain rééquilibrage. Vous dites on est inférieur en termes de taxation ou en termes de revenus issus de la taxation? En termes de taxation. D'accord. Une dernière chose, Monsieur le maire. On vous entend souvent rappeler... Regardez ici, là, je l'ai. Pour Lévis, là, taux foncier général en 2024, 6 logements et plus. Regardez bien, je vous le dis, là. Je suis à 0,8105. Québec est à 0,9072 du 100, là. Hein, c'est toujours ça. Sherbrooke est à 1,052. Moi, j'étais à 0,81. Saguenay est à 1,27 du 100. Et donc, j'ai juste Terrebonne qui se rapproche de nous. Moi, j'étais à 0,81. Terrebonne est à 0,86. Puis Trois-Rivières est à 1,3. Donc, ce que je fais juste vous dire, c'est qu'à un moment donné, il vient un temps qu'il faut faire cet équilibre-là pour éviter, justement, de se retrouver avec du 7 pour l'unifamilial. Vous me suivez? Je termine en rebondissant sur ce que vous m'avez dit. Vous parlez souvent du taux de taxation à Lévis qui est parmi les plus bas dans les villes comparables. Oui. Il y a Terrebonne qui vous bat à 2 chapitres, c'est-à-dire le taux de taxation est plus bas que Lévis et le ratio dette... Et êtes-vous capable de m'en trouver une autre à part Terrebonne? Êtes-vous capable de m'en trouver une autre? Vous n'en trouverez pas, il n'y en a pas d'autre. On est le deuxième, on l'a dit tantôt. Ma question est sur la dette de Lévis, Monsieur le maire. C'est que moins le taux de taxation est grand, on dirait que plus les villes sont endettées par rapport à leur revenu de fonctionnement. À Lévis, vous êtes environ à 151 Il y a seulement Terrebonne qui vous bat dans les villes comparables. À Sherbrooke, c'est beaucoup plus bas, à Saguenay. Est-ce que cette statistique-là, le taux de taxation très inférieur que vous vantez année après année, il ne se fait pas sur le dos des générations futures qui vont devoir payer cette dette un jour? Bien, justement, vous n'avez pas assisté au lancement de notre plan quinquennal d'immobilisation. Combien avons-nous enlevé dans notre plan quinquennal par rapport à l'an dernier? 123 millions de dollars. C'est énorme. Sur à peu près, quoi, 100 millions? 122 millions. J'ai enlevé 130 millions. Alors, ça, c'est grâce au cadre financier dont on s'est doté. Ce qui veut donc dire que je vais avoir des programmes quinquennals d'immobilisation qui vont me sortir du 151 dont vous parlez. Et ce qui est prévu, allez voir le cadre financier, site Internet, Ville de Lévis, vous allez voir la courbe qu'on prévoit, là. On prévoit descendre à combien? 130. 130. Alors donc, on va descendre progressivement à 130. On va aller plus bas. Notre objectif, c'est d'atteindre 100. Alors donc, et le fait est que les villes qui ont connu une forte croissance, comme Terrebonne et Lévis, sont aux prises avec ça. C'est normal, c'est pourquoi? Si vous avez une entreprise et que vous investissez, êtes-vous d'accord avec moi que si vous investissez, il y a des grosses chances que votre dette augmente à court terme? Sinon si vous doublez votre usine, est-ce que vous pensez que vous allez faire ça gratos? Non, vous allez emprunter. Et vous allez augmenter votre emprunt. L'idée, comme toute entreprise, c'est après, il faut refaire nos calculs puis dire, oups, là, il faut qu'on continue, qu'on commence à baisser. On est rendu à 150, là, oups, allez, il faut qu'on commence. On est encore correct. Et d'ailleurs, Raymond Chabot indique très clairement, vous irez voir, c'est dans le cadre financier, Raymond Chabot nous indique que notre situation financière est saine. C'est écrit en noir sur blanc, ils auront toutes les données, mais ils nous disent, attention, il faut que vous preniez les mesures. Et c'est ce qu'on a fait, d'où le 123 millions de moins dans le PQI qui vise justement à commencer à dire, là, on veut l'atteindre, on veut descendre. Alors, à partir de ce moment-là, je vous dirais même qu'on n'attend pas d'être sur le mur. On n'attend pas d'être rendu sur le mur. Et le cadre financier, je vous invite à aller le lire et vous allez voir que
ce qui vous a été présenté tantôt dans le service de la dette est en tout point conforme. Et même, on est peut-être un petit peu plus rapide pour 2024 que ce qu'on avait prévu. Hein? Tout à fait. On est meilleur. On est meilleur que le cadre financier pour 2024. Alors, mon objectif, c'est pas d'être meilleur que le cadre, mais tu sais, c'est au moins de le suivre. Et si on ne le suit pas, on a un gros avantage, M. Tanguay, ça c'est ma plus grande fierté, c'est qu'il est sur le site Internet, le cadre, puis il présente les 5 années. Donc, le citoyen peut nous suivre. Et là, il est capable de nous interpeller, tandis qu'avant, on n'avait pas de cadre. Là, c'est plus difficile d'interpeller. Alors là, on a un cadre, et pour le citoyen, là, il va être en mesure de nous dire, est-ce qu'on prend la tangente descendante? Parce que vous avez raison, la pression sur les villes, et vous avez raison de donner l'exemple de Terrebonne. Terrebonne et Lévis, là, on s'arrache le titre de meilleure croissance depuis quelques années. Alors, c'est sûr qu'on a une pression plus forte sur notre dette, mais là, que voulez-vous? Nous, on a dit, faisons les choix difficiles, et d'où la coupure de 123 millions dans le PQI. Merci beaucoup. Merci. Prochaine question. Oui, Jean-François de Boulevard 102.1. Est-ce que, justement, quand on parle de la dette, taux de taxation, les générations futures, mais le fait de couper 123 millions dans le PQI, est-ce que ça peut avoir des impacts à long terme sur les infrastructures communautaires, infrastructures souterraines? Non, en fait... C'est un bon chiffre, là, 123 millions. Là. Non, non, parce qu'on a décidé de mettre l'emphase, justement, sur les éléments de base à la population. Les parcs, les espaces verts. Les infrastructures d'aqueduc, d'égouts, d'assainissement des eaux. C'est là que sont nos priorités cette année. Je vais vous le dire, c'est le PQI le plus plate que j'ai jamais adopté. Là. Dans le sens suivant, c'est qu'il n'y a pas de glamour là-dedans. Là, tu sais, c'est... On y va. Non, mais tu sais... tu sais, on ira pas, vous allez comprendre qu'inaugurer une nouvelle station de traitement des eaux usées, là, c'est pas très glamour, mais on est là. Alors, on est dans les infras, là, pas mal, c'est vrai qu'on va être là pour quelques années, jusqu'en 2029, mais c'est un choix qu'on a fait de se remettre à niveau, de revenir au service de base. Parfait. Budget, augmentation de taxes de 2,9 c'était 7,7 l'an dernier. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que c'est une bonne vieille stratégie électorale, 7,7 2 ans avant l'élection, 2,9, c'est un budget électoraliste? Ça me fait drôle de voir, je ne sais pas si vous faites allusion à notre opposition, mais c'est eux qui ont dit ça, je pense, j'ai lu ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont voté avec nous pour le cadre financier unanimement, et tout ce qu'on fait, c'est de suivre le cadre financier. Alors, donc, le cadre financier nous a indiqué, si vous voulez avoir un niveau de taxation intéressant, cette année, vous devez retrancher de votre budget. Je ne me souviens plus, c'était combien qu'il fallait retrancher cette année du budget? C'est 7,6 au cadre financier. Oui. Bon, vous devez retrancher 7,6. Alors, vous avez vu ce qu'on a fait? Il y a eu une coupe de 3,3. On a eu des nouveaux revenus, etc. Alors, donc, on suit le cadre intégralement. Donc, quelqu'un qui vous dit, puis en plus, si on votait pour le cadre financier, puis qui vous dit c'est électoral, bien, demandez-leur d'aller relire leur cadre financier parce qu'on l'a adopté ensemble. Alors donc, le cadre financier devrait nous permettre, pour les 4 prochaines années, d'avoir un taux de taxation un peu plus contrôlé. Ça, c'est sûr et certain. Parce que si je diminue mes emprunts de 123 millions, si je fais la même affaire l'an prochain, bien, il est clair qu'à un moment donné, je vais arriver avec une part du budget affectée à la dette qui va être moins élevée. Alors, c'est ça notre stratégie aussi, c'est qu'on s'est dit, comme on est en très forte croissance, c'est le meilleur moment pour se doter de ce cadre financier-là avant, justement, de frapper le mur. Et c'est ce qu'on a fait, et vous voyez, les résultats sont là. Mais attention, ce que vous n'avez pas vu dans les dernières semaines, c'est les efforts que ça demande. Quand on dit à l'administration, vous allez aller chercher 3-4 millions dans l'organisation, etc. Alors, il faut qu'ils réussissent à le faire. Ouais. C'est dommage, je pensais que vous alliez me répondre, je me représente, puis j'attaque Stephen Blaney avec 2,9 Non, c'est vraiment pas, puis je tiens à vous le dire, là, honnêtement, c'est vraiment pas un budget électoral, et c'est vraiment un budget on est dans, il faut le dire, là, on est dans un point carrefour, la ville de Lévis, là. On est dans un point carrefour, très forte croissance, etc. Là. On n'est plus la ville de banlieue. On est Lévis avec 5 000 entreprises, comme je le disais, 85 000 jobs, puis là, avec la construction navale, ça va être effrayant, les demandes qu'on va avoir. Alors donc, on est en croissance. Là, on a
avec le cadre financier, là, on se donne la voie de passage, mais heureusement qu'on le fait. Moi, là, ma plus grande fierté, c'est le cadre financier qu'on s'est donné l'an dernier. Ça, honnêtement, enfin, on a un guide qui va nous aider à faire attention et, voire même, je l'ai dit tantôt, là, quand les gens me questionnaient à savoir qui paye quoi, voire même, s'il le faut, à réduire notre développement jusqu'à un certain point, dépendamment de ce que les promoteurs seront prêts à payer avec nous. Me suivez-vous? Oui. C'est bien clair, là. Puis moi, j'étais un pro-développement à la base, fait que je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Dernière question par rapport au transport en commun, des investissements records d'1 million de dollars. Puis là, vous étiez censé nous revenir prochainement avec votre évaluation du rapport de CDPQ Infra, SRB. Là, l'annonce est censée être dans le coin du 15 décembre, tramway, fait que je me réserve une date cette semaine? Moi, je pense que réservez-vous une date dans les jours qui viennent parce que je veux bien dire quelque chose avant les fêtes, c'est sûr. Malheureusement, le budget a pris beaucoup d'espace, le PQI aussi. Alors, donc, mais oui, j'ai des choses à dire là-dessus. Parfait, merci. 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 On va prendre 2 dernières interventions, si vous permettez. Une seule question. Vous avez parlé brièvement dans l'avant-dernière réponse. On parle beaucoup de développement, croissance et tout ça, avec ce que ça implique, évidemment, pour le budget. Est-ce que, je prends pour acquis que vous allez être là encore, mettons, quelques années. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, il y a quelque chose pour faire en sorte qu'on arrête, parce que, bon, ça devient un point de bascule? Non, parce que nous, on a fait le choix de poursuivre notre développement. Mais la poursuite de ce développement-là devra nous amener une équité dans le partage, parce qu'on a des éléments nouveaux qui n'existaient pas avant dans les grandes villes, qui est toute cette densification qu'on connaît. Et pourquoi les grandes villes densifient? C'est simple, vous l'avez vu, le gouvernement du Québec a donné une grande orientation, pas question d'empiéter dans les territoires agricoles. Alors, nous, on a l'orientation de la communauté métropolitaine. Moi, j'en suis le vice-président. Donc, nous, il faudra qu'on fasse avec nos périmètres urbains. Et c'est là que le gouvernement nous dit densifier. Vous avez d'autres choix que de densifier, parce que nous, on ne vous permettra plus d'aller en zone agricole, au-delà de vos périmètres urbains. Alors, ce qui veut donc dire que les villes n'ont d'autre choix que de densifier. Mais cette densification-là, notamment avec le redéveloppement, peut amener une certaine inéquité au niveau du partage de l'assiette fiscale. Et c'est sur cette inéquité-là qu'on va travailler en 2025. Mais on ne le fera pas tout seul dans notre coin. Je vais former un comité, avec la PCHQ, avec tous les représentants qu'on peut avoir avec nous autour de la table, qui représentent le milieu des promoteurs, pour regarder ensemble comment on peut y arriver. Donc, ça va être avec éventuellement d'autres solutions pour pas que le citoyen paie pour ce développement-là, parce que bon... Oui, exactement. Exactement. Notre objectif, c'est de faire en sorte... Le citoyen va toujours payer une part du développement, c'est sûr. Mais il faut, à un moment donné, que ça soit équilibré et il ne faut pas que pour le contribuable, ça amène des augmentations de taxes trop élevées. Vous me suivez? Alors, parce que si il fallait que je transfère toute cette charge fiscale-là uniquement au niveau du citoyen, il n'y a plus une ville qui ferait de développement, là. Donc, ça va être aux promoteurs de payer? Une partie. Une partie, puis c'est là qu'on va regarder ensemble. Est-ce que c'est quatre fois la taxe sur les terrains vagues desservis? Est-ce que ça va être temps par porte, etc.? Alors, c'est là qu'on va regarder la panoplie de moyens qu'on a à notre disposition pour trouver cette voie de passage-là qui est équitable, un peu comme quand on faisait du développement il y a quelques années. Les promoteurs ouvraient des rues et on sait que ces promoteurs-là, maintenant, ce qu'ils faisaient, ils payaient tout, l'aqueduc, l'égout, le pavage, le trottoir, l'éclairage, puis ils nous cédaient la rue pour $1. Mais après, nous, on en devient propriétaire. Et dans 30 ans, s'il faut refaire les infrastructures, bien là, c'est la ville qui paye. Comprenez-vous? Alors, c'est un peu ça. Quel genre de deal on va avoir avec nos promoteurs? Bien, c'est ça qu'on va regarder avec eux. C'est bon, merci. Merci. Dernière question? Oui, je m'appelle encore Tayeb Moala. Merci. Par rapport, je rebondis sur la question de Jean-François tout à l'heure. Vous avez annoncé la conférence de presse à 2 reprises, puis vous l'avez reportée à 2 reprises par rapport au SRB, va réserver tout ça, là, puis rapport de la CDPQI. Est-ce que c'était une demande du gouvernement? Non, c'est moi-même qui veux m'exprimer là-dessus, oui. OK. Puis mais même là, si le gouvernement s'apprêterait à signer dans les prochains jours, là, peut-être même cette semaine, avec la Caisse,
vous ne craignez pas que ça vienne peut-être... non, pas du tout. Pas du tout. C'est que moi, j'ai des messages à passer. Je veux que ces messages-là soient connus à tout le moins. Donc, pour ajouter notre pensée au niveau de la mobilité dans l'ensemble. C'est des messages au gouvernement, je présume. Des messages au gouvernement, mais des messages dans l'ensemble aussi que la population sache on loge où. D'accord. Et vous avez intrigué quelques personnes en disant que vous allez commenter CDPQI, mais aussi le rapport du BAP qui date d'il y a quelques années. Est-ce que je comprends que votre appui au tramway de Québec est comme moins sûr ou moins certain? Non. Parce que si vous revenez au BAP, là... Non, mais il y a quand même quelques grandes vérités du BAP qui sont restées d'actualité, et c'est celle-là que je vais mettre en évidence. Okay. On a hâte. C'est cette semaine ou vous ne savez pas encore? Oui, bien, j'espère que ça va être cette semaine. Là, je regarde, je ne sais pas si mon chef de cabinet est là, mais bon, s'il était là, il vient de partir pour... Mais on va vous contacter. Mais avant les fêtes, là, vous vous engagez à le faire, c'est sûr. C'est sûr. Je vais au moins donner mon point de vue à eu égard à cette mobilité. Et le flou sur le SRB, voie réservée, il va être dissipé à un moment donné? Oui. Qu'on comprenne de quoi on parle? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on sache de quoi parle le gouvernement. OK. Merci. C'est ce qui m'a fait à la conférence de presse. On ira plus loin à l'autre point de presse. Merci. C'est ce qui m'a fait à la conférence de presse. Je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de journée.